Donc, on va passer à la deuxième et dernière partie de la matinée avec un petit passage au concret. Toutes ces données qui nous ont été présentées par Vincent, qui sont des données, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'informations. Maintenant, comment les transformer et accompagner notamment l'agriculture, les agriculteurs, les exploitations à s'adapter au changement climatique. Donc, il y a une étude qui a été conduite par le CIDAM et le pôle fromager AOP Massif Central. L'objectif de cette étude était de proposer des stratégies justement d'adaptation au changement climatique pour améliorer la résilience des prairies, des exploitations des filières AOP. C'est une étude qui a été réalisée en 2 temps. Et là, j'accueille donc trois voix pour parler de cette étude. Donc, Ophélie Jaffrenouf, qui est ingénieure chargée donc, de mission recherche et développement au pôle fromager AOP Massif Central. Laurence Romanaz, j'arriverai jamais à prononcer son nom correctement, donc vous connaissez déjà. Et puis Clémentine Lacour, donc ingénieure conseil à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Alors toutes les trois, vous avez été au cœur donc de cette étude qui a été faite. Alors quelle méthode avez-vous appliquée? Quel constat vous avez tiré de cette expertise? Et puis surtout, quel levier d'adaptation vous pouvez proposer aujourd'hui aux éleveurs pour affronter le changement climatique. Donc, je vous laisse la parole. Je crois que c'est Ophélie qui prend le micro, le premier micro. Et voilà, je vous laisse développer votre présentation. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais juste présenter rapidement ce que c'est que le pôle fromager AOP Massif Central. Donc, nous sommes une association loi 1901 de R&D mutualisée des fromages AOP, donc du Massif Central, qui regroupons 9 filières. Donc, le Cantal, le Salaire, le Bleu d'Auvergne, la Fourme d'Ambert, le Saint-Nectaire, la Fourme de Montbrison pour les fromages au lait de vache, le Laïol, j'ai oublié, et le Rocamadour et le Pélardon pour les fromages au lait de chèvre. Nous sommes basés dans les locaux de l'INRAE à Aurillac, unité mixte de recherche sur le fromage, et on a pour mission de conduire des projets de R&D du sol au fromage, multiples partenariats, et de transférer les résultats donc pour nos membres, les ODG qui gèrent les AOP fromagères que j'ai citées, mais aussi 13 autres membres qui appartiennent à 5 collèges, donc producteurs, transformateurs, affineurs, organisations professionnelles et agricoles, organismes techniques scientifiques d'enseignement et collectivités territoriales. Voilà, donc en 2022, nous avons collaboré avec le CIDAM pour réaliser cette étude avec pour principal objectif donc d'identifier des leviers d'adaptation des exploitations pour la résilience des prairies. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la résilience des prairies? Tout d'abord parce que les prairies, elles sont vulnérables face au changement climatique. Donc les aléas les affectent particulièrement, notamment par rapport à la pousse de l'herbe, en détruisant, en grillant l'herbe lors des phénomènes de sécheresse. Et ça a un impact à la fois sur la quantité et sur le rendement et sur la qualité, notamment par exemple en valeur nutritionnelle de l'herbe, et donc sur la production de lait en quantité et en qualité. Donc les filières fromagères AOP, elles sont particulièrement attachées à l'herbe, d'un point de vue du terroir, de l'image, mais aussi du système de montagne qui valorise particulièrement la ressource herbagère. On voit dans les cahiers des charges notamment que le pâturage a une place très importante. Et avec aussi un pourcentage de prairies permanentes très important. Donc, le pâturage est impacté, mais plus que ça, c'est tout l'ensemble du système fourrager avec des questions d'autonomie et nécessité voilà, d'avoir une alimentation de la zone. Donc, avec des demandes de dérogation qui augmentent, des aléas climatiques qui s'accompagnent de pullulation de campagnols, notamment, donc qui mettent en péril sérieusement la rentabilité des exploitations. Voilà. Sachant que les SICO, c'est une plus-value pour les éleveurs, pour l'attractivité du territoire. Là, je reprends les mots de Marion Colomb, qui était stagiaire au pôle fromager et qui a fait donc l'étude. Je vais vous présenter quelques résultats. Sa problématique de stage. Vas-y, tu peux passer, Laurence. Une question, vous êtes basé sur les données d'AP3C pour asseoir votre enquête. On a fait le lien par rapport au changement climatique et l'idée là, c'était de compléter, d'avoir en fait une vision des éleveurs en termes de conscience de l'impact du changement climatique
et de l'impact que le changement climatique a sur leurs prairies et des pratiques qu'ils mettent en place. Et après, on a essayé, dans les enquêtes qui ont été menées, d'avoir des éleveurs qui étaient plus particulièrement sur les zones touchées par les sécheresses. Oui, en effet, face à tout ce constat, lors cette phase d'AP3C, il a été choisi de mener conjointement donc, cette étude entre le pôle fromager et le CIDAM. Donc, une étude qui a pour objectif, comme l'a dit Ophélie, hein, c'est d'apporter des propositions d'adaptation aux agriculteurs, notamment et particulièrement en AOP fromagère, mais aussi pour l'AOP fin gras du Mézenc, face au constat qui avait été fait par AP3C, donc avec une diminution prévue à l'horizon 2050, notamment du bilan hydrique potentiel, une augmentation des températures avec des contrastes forts, en particulier pour les vallées encaissées, des précipitations contrastées selon les reliefs et un recul significatif de la pousse de l'herbe, donc comme l'a souligné Ophélie et comme vient de le présenter aussi Vincent. Donc en fait, on a eu une étude sur la résilience des prairies qui s'est menée en 2 temps. D'abord par une partie de stage donc, de Marion Collomb, qui était étudiante donc, à AgroParisTech, qui a fait son stage au sein du CIDAM et qui a porté son analyse sur la résilience des prairies d'un point de vue du ressenti des éleveurs. Donc, elle a mené de nombreuses enquêtes, donc Ophélie va vous la présenter. Et à partir de cette étude qui a été réalisée, une deuxième partie de travaux ont été faits par les élèves de Purpan l'année dernière en croisant donc, ce ressenti par rapport à la résilience des prairies à des données qualité qui ont été faites à partir de DIAM donc par les conseillers des chambres d'agriculture, donc des diagnostics territoriaux. Donc, Clémentine témoignera aussi de l'utilisation possible des résultats d'AP3C dans le cadre d'accompagnement de différentes filières. Donc, le stage de Marion Collomb qui était au CIDAM, alors à l'époque, c'était Marine Leschuta qui était son encadrante, donc encadrée par le pôle fromager, donc moi-même. Voilà, sa problématique, c'était quelle vision les éleveurs engagés dans les filières sous-SICO ont-ils de la résilience des prairies? Et il concernait, enfin, Marion donc, a réalisé 21 entretiens avec des éleveurs et des éleveuses. Donc, en AOP fromagère, on a le Cantal, Salaire, Saint-Nectaire, Bleu d'Auvergne, Pont d'Ambert, Pont de Montbrison, et aussi une AOP viande. Donc, ça, c'était le fin gras du Mézenc. Elle a réalisé aussi 5 entretiens avec des salariés aussi de filière AOP pour comprendre un petit peu les positionnements, les stratégies des ODG, organismes de défense et de gestion. Donc, peut-être que je peux rappeler d'abord un peu des termes. Donc, prairie au sens large, enfin, la prairie peut regrouper la prairie temporaire, la prairie permanente, la prairie naturelle. Donc, d'après la PAC, une prairie temporaire, c'est une prairie qui a été semée il y a moins de 5 ans. Donc, à partir de 6 ans, on considère que c'est une prairie permanente. Et pour les prairies qui n'ont pas été depuis très longtemps semées, mais voilà, où on n'a pas... Enfin, les éleveurs définissent des prairies naturelles pour ces prairies qui ont été semées il y a très très longtemps ou pas du tout. Donc, au niveau de la PAC, entre prairies naturelles et prairies permanentes, c'est la même chose, alors qu'en termes de flore, c'est pas forcément la même chose. Donc, pour la résilience, Marion l'avait définie comme la capacité à faire face à une perturbation et à perdurer. Donc, pour les prairies, c'est-à-dire maintenir ses fonctions de base à travers des périodes de stress et de changement. Donc, le changement climatique, c'est un constat que vous voyez qui est partagé, sauf peut-être pour 2 éleveurs, où là, voilà, ils disent mon avis, j'en suis persuadée, je pense que c'est des cycles. On parlait de cycle naturel tout à l'heure. Mais pour la plupart, c'est quelque chose qui est reconnu avec un degré en fait, de conscientisation qui varie. Notamment en fonction de la croyance dans la capacité du métier d'éleveur à s'adapter et dans le fait que voilà, il pourra s'adapter, mais il y a quand même une inquiétude globalement qui persiste par rapport à la rapidité du changement climatique et de l'impuissance par rapport à cette rapidité et la capacité d'adaptation. Donc, ce que je vous ai mis ensuite, c'est qu'il y a une difficulté de définir, non, il faut revenir avant,
La résilience pour les éleveurs, résilience, c'est un mot qui est compliqué. Eux, ils identifient plutôt des critères de résistance à la sécheresse ou alors une capacité de redémarrage de la prairie. Et selon les années, il n'y aura pas la même prairie forcément résiliente. Donc, ils ont eu des difficultés en fait à déterminer quelles étaient les prairies résilientes et les prairies moins résilientes. Mentionner aussi beaucoup de conditions du milieu et des pratiques agricoles par rapport à cette justement notion de résilience et d'adaptation plus générale. Donc, il y a une réelle confiance en général dans les prairies naturelles quand même, mais une inquiétude par rapport à leur évolution plutôt. En termes de rendement et en termes de qualité, enfin de flore, principalement d'appétence aussi, par exemple. Voilà. Et les éleveurs qui reconnaissaient les intérêts de prairies naturelles, ils étaient beaucoup plus techniques et ils semblaient avoir aussi évoqué peut-être plus de stratégies d'adaptation dans leurs pratiques. Voilà, comme s'ils étaient sensibilisés. On peut passer à la suivante. Sur les leviers, donc il y a peu de leviers par contre sur les prairies naturelles, même si il y a quand même une croyance en de meilleures capacités de résilience des prairies naturelles. On voit les éleveurs plutôt parler d'adaptation au niveau de l'exploitation, donc il y a une prise de recul à ce moment-là. Donc sur différents types de cultures, sur des infrastructures, le chargement par exemple. Donc là, Marion Colomb, elle avait fait un petit schéma avec différentes, je ne vais pas vous en parler parce que ça va être trop long, différentes clés d'entrée en fait de ces leviers qu'elle a classés. Il y a une réelle diversité en fait de vision de l'adaptation au changement climatique, sur l'avenir aussi de ces exploitations, sachant que dans le panel du coup qu'on avait sélectionné pour les enquêtes, il y avait une réalité de diversité de systèmes d'exploitation, donc ce n'est pas étonnant. Donc, par rapport aux entretiens avec les filières, on peut voir qu'il y a différentes, on va dire, stratégies d'adaptation. Il y a des stratégies qui sont plutôt basées sur la réflexion avec des systèmes autonomes et économes, et d'autres sur l'adaptation au niveau du territoire, avec de la complémentarité, par exemple, de surface, dans une approche de stock aussi, d'autonomie au sein d'une aire géographique. Voilà. Ce qui ressortait du coup, voilà, on peut passer encore à la suivante. Hop. Donc par rapport au DIAM, donc suite à ces enquêtes, il y a eu une volonté de faire des DIAM par les conseillers des chambres pour ça marche. Ouais. Pour qu'ils puissent recueillir des informations sur les systèmes fourragers et sur les pratiques aussi associées pour les mettre en relation avec les enquêtes qu'avait fait donc la stagiaire précédemment. Donc ça, c'était l'année suivante, parce que le stage, c'était entre mars et août, et donc là, on était en début de l'année 2023. Donc les DIAM, qu'est-ce que c'est? C'est un diagnostic de système multifonctionnel fourrager. C'est un outil qui a été élaboré dans le cadre du projet notamment AEOL. Je crois qu'il y avait eu AEOL, vous connaissez peut-être déjà la typologie multifonctionnelle des prairies du Massif central. Il y avait une première version qui avait été éditée suite à un projet qui s'appelait Prairie AOP entre 2008 et 2012, je crois, et après une deuxième édition en 2019, qui recueille environ 60 types de végétation avec des services écosystémiques, des caractéristiques, on peut en reparler. Le DIAM, c'est plutôt un outil à l'échelle du système d'exploitation pour la cohérence du système fourrager, donc avec un bilan herbagé, des services écologiques et environnementaux et une évaluation aussi sur la qualité des produits. Voilà. Donc dans P3C, il y a 9 DIAM qui ont été réalisés. Il y a une formation par Clémentine Lacour des conseillers des chambres d'agriculture à l'utilisation de cet outil, et les conseillers qui le souhaitaient pouvaient réaliser des DIAM sur les départements concernés où il y avait eu des enquêtes. Mais il n'y en a eu que 9 sur 21. Voilà, on peut passer. Suite à ça, on a fait un travail avec les étudiants de Purpan en projet tutoré
qui ont entre septembre et décembre, ils ont du temps dédié en fait pour travailler sur un cas concret. Ils sont guidés. Voilà. Donc, on a essayé, ils ont utilisé des indicateurs, ils ont pris des indicateurs des DIAM. Donc, ils ont essayé de caractériser la résilience avec des indicateurs. Donc, pour eux, c'était production potentielle annuelle en kilos de matière sèche, en tonnes de matière sèche par an, par hectare. Souplesse d'exploitation, taux de refus, précocité, nombre d'espèces végétales, voilà, avec d'autres indicateurs aussi, notamment sur la qualité des fromages. Ça, c'était les indicateurs de la typologie AEOL. Et voilà, donc ils ont ressorti des types plutôt résilients, mais voilà, on leur a dit qu'au sein d'une exploitation, il y a aussi une diversité de parcelles et que tous les types peuvent avoir un intérêt. Donc, ce qui est sorti de ce travail, c'est un peu des exemples de leviers qui concernaient à la fois l'autonomie fourragère, la production animale et aussi des leviers sur le pâturage plutôt. Donc voilà, en lien avec la production animale, ils ont mentionné la réduction du cheptel, par exemple, la réduction des animaux improductifs en diminuant, par exemple, l'intervalle village-village, faire de l'ombrage avec des haies pour les animaux, le bien-être, pour limiter aussi l'évapotranspiration et pour favoriser la biodiversité. Et voilà, d'autres leviers en lien avec la ressource herbagère. Donc, ils ont mentionné aussi les avantages et les inconvénients, sachant que dans des productions AOP, il y a un cahier des charges et que ces leviers d'adaptation-là doivent être arbitrés et il faut qu'ils soient en cohérence, en fait, d'où l'importance, je pense, de l'accompagnement des chambres notamment, pour permettre en fait des leviers qui soient adaptés et qui soient en cohérence aussi avec l'image de l'AOP, l'environnement, la biodiversité. Voilà. Donc, valoriser les prairies naturelles, je pense que c'est un enjeu, et aussi avoir une réflexion globale à l'échelle de l'exploitation et de la zone pour faire face au changement climatique. Oui, bonjour à tous. Donc, Clémentine Lacour, je suis conseillère fourrage à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. On est une équipe de 5 conseillers fourragers et donc, du coup, notre travail, c'est d'accompagner les agriculteurs. Et notamment, on utilise beaucoup le DIAM, qui est un outil de diagnostic qui a été présenté par Ophélie, dans lequel on va voir l'ensemble des parcelles d'une exploitation. On type les prairies qu'il y a sur cette exploitation. Et après, ça nous permet d'avoir une vraiment belle image du système fourrager et de pouvoir accompagner en connaissant la nature des prairies présentes. Et on accompagne de ce fait forcément différemment que si dans le bureau, on avait imaginé les prairies présentes sur le territoire. Voilà. Du coup, moi, l'idée de cette présentation, c'était plus de remettre, vous avez vu dans la P3C, il y a énormément de données qui sont sorties, et c'était de vous dire un peu, nous, au quotidien, comment on va réutiliser ces données pour essayer d'apporter un conseil à l'agriculteur et de rendre aussi ça digeste pour l'agriculteur qui, lui, a sa situation et qui veut pouvoir adapter toutes ces données à sa situation à lui. Alors, c'est allé tout d'un coup. Hop. C'est bon. Alors, du coup, j'ai focalisé pas mal sur la partie printemps et puis sur le démarrage aussi du printemps, parce qu'en fait, quand on est dans un système herbagé, en fait, il y a quand même énormément de choses qui se jouent au printemps. Le démarrage de végétation, le démarrage du pâturage, il est hyper important parce qu'en fait, si on ne valorise pas cette herbe de printemps, après, on le paye un peu toute l'année parce qu'au printemps, c'est là où il y a quand même le plus gros de la pousse qui se joue. Donc, l'éleveur, il doit être assez stratégique pour arriver à la fois à pâturer cette herbe, à bien la valoriser en pâturage, mais aussi à pouvoir faire du report à partir de fauches, à partir d'autres stratégies pour pouvoir l'utiliser après sur le reste de l'année. Donc, en fait, pour nous, conseillers fourrage, cette période de printemps, elle est primordiale et c'est le moment important de l'année et c'est le moment où il faut bien gérer. Alors, j'ai remis
des données qui ont été présentées par Vincent. Et l'idée, c'était plus de vous dire voilà comment on les extrait pour nous les utiliser. Donc là, j'ai remis une carte qui est l'évolution des dates repères de mise à l'herbe. Donc, on part du principe qu'autour de 250 degrés, donc 250 degrés, c'est les sommes de température qu'on commence à calculer à partir du 1er février. Donc, autour de 250 degrés, en troupeau laitier, on met à l'herbe le troupeau. Ça va nous permettre d'avoir des animaux qui, petit à petit, font leur transition alimentaire pour qu'au moment où on est en pleine pousse de l'herbe, au mois d'avril-mai où l'herbe pousse fortement, le troupeau soit prêt à pouvoir consommer au maximum cette herbe et qu'on puisse bien valoriser notre pâturage. Donc, du coup, les dates de mise à l'herbe, si on regarde en fait la carte, vous voyez qu'il y a une avancée de cette mise à l'herbe. Donc, en bleu, ça veut dire qu'on avance d'à peu près 5 jours cette mise à l'herbe entre 2000 et 2050. Et puis, quand on est dans les couleurs orange-rouge, on avance d'une vingtaine de jours. J'ai basé un petit peu ma présentation sur le secteur montagne du Sancy. Voilà, c'était pour prendre un exemple. Et donc, du coup, vous voyez qu'on a un avancement de mise à l'herbe sur ce secteur-là qui va être d'une vingtaine de jours, donc qui est assez conséquent quand même sur 50 années. Après, Vincent l'a dit tout à l'heure, la date repère mise à l'herbe, elle avance différemment en fonction de si on est en plaine ou en montagne. Et donc, vous voyez que ça peut aller de 7 à 22 jours selon si on est en plaine ou sur des zones où il y a plus de relief. Si on regarde par contre cette mise à l'herbe d'une année à l'autre, donc on a la tendance, mais on a aussi des années qui sont très différentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire la mise à l'herbe, elle est 15 jours plus tôt qu'il y a quelques années, et donc on part sur ce principe-là. Non, d'une année à l'autre, elle est très variable. Donc ça veut dire que l'agriculteur, il doit pouvoir s'adapter à cette variabilité de chaque année. Donc, il y a des outils qui existent. On communique avec des bulletins Info Prairie, qu'on communique toutes les semaines, dans lesquels on annonce en fait où on en est des sommes des températures. Et ça permet aux éleveurs d'anticiper et de faire vraiment au cours de la saison particulière qui est l'année dans laquelle on se trouve, son adaptation et de faire ses pratiques différemment. Voilà, et comme ça a été dit tout à l'heure aussi, du coup, on a cette date de mise à l'herbe qui avance, mais on a aussi, par exemple, les dates de dernière gelée qui, elles, avancent, mais pas forcément en parallèle de l'avancée de la mise à l'herbe. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on peut avoir une mise à l'herbe qui est précoce, mais avoir une forte gelée derrière. Et de ce fait-là, l'herbe, elle a commencé à pousser, mais hop, tout est bloqué d'un coup. Donc, ça veut dire que là aussi, il va falloir pouvoir s'adapter et pouvoir réagir face à ça. Ça veut dire que dans le conseil, nous, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. En effet, en montagne et en plaine, on va avoir des mises à l'herbe plus précoces, mais on va aussi avoir des phénomènes où cette mise à l'herbe, elle peut se stopper d'un coup. Donc là, je vous ai remis une frise avec les indicateurs agroclimatiques de cette gestion de l'herbe au printemps. Donc j'en ai choisi quelques-uns. Je vous ai remis la mise à l'herbe. Vous voyez, par exemple, là, on est à Marcenat, entre 2015 et 2050, et on va avoir au niveau de la mise à l'herbe une avancée de 13 jours sur cette période-là. Si on regarde la partie ensilage, donc des fauches précoces, on va avoir une avancée de 14 jours. Et si on regarde après la période des fauches, donc là, en foin tardif, autour de 1200 degrés, on va avoir une avancée d'environ 13 jours. Et puis en face, il y a d'autres critères qui sont aussi importants à prendre en compte, comme les séquences favorables, pour faire, par exemple, ces fauches. Au niveau de l'ensilage, on a peu de variations dans ces séquences favorables. Par contre, au niveau du foin, on voit qu'on va avoir une diminution des séquences favorables. En fait, notre foin, il va se faire plus tôt, mais il va se faire à une période où avoir 4 jours de beau d'affilée et pas avoir eu de pluie dans les jours précédents, c'est plus compliqué à trouver. Parce que quand vous fauchez début juin, vous avez moins de séquences favorables que quand vous fauchiez début juillet. Donc ça aussi, c'est un aspect qui va être à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les dates, mais il y a aussi les séquences favorables. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on propose face à ça? Donc sur les mises à l'herbe plus précoces, on va avoir des mises à l'herbe plus précoces, mais ça veut dire aussi que cette mise à l'herbe, elle doit se faire si on a une portance des sols qui le permet. Donc, il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte. Il y a ce gel tardif qui arrive, il y a cette pousse de l'herbe qui, du coup, est variable.
très explosive en montagne, mais du coup avec des fois des freins dans cette explosion. Et donc en face, ça veut dire qu'il faut avoir des possibilités de sortir par l'eau, pour avoir certains lots d'animaux qui sortent, mais pas tous, pour pouvoir anticiper ces difficultés au démarrage. Il va falloir jouer avec le déprimage. Donc le déprimage, en fait, c'est des surfaces qu'on réserve à la fauche, mais qu'on va pouvoir proposer en tout début de saison à la pâture. Et ça, c'est souvent des parcelles qui peuvent être assez précoces, assez productives, et donc ça peut nous permettre de tamponner un peu, de jongler avec ces parcelles-là. On les propose au début, ça laisse pousser un peu les autres parcelles, et puis ça permet au troupeau de faire sa transition alimentaire sans être sur des surfaces qui n'ont pas encore démarré. Il faut avoir des stocks d'avance, c'est-à-dire se dire, je sors mon troupeau, mais je vais peut-être être obligé d'affourager ou de re-rentrer mon troupeau. Hein, c'est jongler différemment. Et puis, c'est très important de connaître ces prairies, parce qu'on a des prairies qui sont plus précoces, d'autres plus tardives. Il y en a qui démarrent vite, mais qu'il faut vite utiliser, parce que sinon, elles se dégradent aussi plus vite au niveau de la qualité. Et donc, en fait, c'est important de bien connaître ces prairies. Tout à l'heure, je vous parlais d'avoir une bonne image, une bonne photo de ces prairies. Là, ça a tout son sens. C'est-à-dire que si on veut pouvoir jongler et s'adapter au fil de la saison, il faut vraiment bien connaître les prairies qu'on a sur l'exploitation. Donc, l'outil de pilotage qu'on utilise, nous, qui est le DIAM, permet d'avoir cette connaissance. Donc, du coup, la gestion, je vous le disais, la gestion fourragère, elle est de plus en plus technique quand on voit cette variabilité qui existe d'une année à l'autre. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir l'organisation de son pâturage. Alors, c'est un conseil qu'on donne depuis toujours en conseil fourrager, mais c'est encore plus valable aujourd'hui et ça le sera encore plus à l'avenir. Il faut anticiper plus, donc ça veut dire réfléchir toute son organisation à l'avance, avoir toutes les clôtures qui sont prêtes plus tôt, et puis prévoir des possibilités de s'adapter, c'est-à-dire avoir des parcelles où on se dit, selon la saison, je fauche pas. Du coup, essayer d'avoir une diversité de prairies et puis utiliser des outils de pilotage pour pouvoir réagir. Voilà. Et puis, du coup, adapter le chargement et le temps de retour à la flore des prairies. Donc là encore, je reviens sur l'importance de connaître la flore de ces prairies. On a la chance dans le Massif central d'avoir une grande diversité de prairies, d'avoir énormément d'espèces différentes à l'intérieur de ces prairies. Donc, utilisons cet atout et vraiment, on a tout à y gagner. Et puis, sinon, si on regarde sur le reste de la saison de pâturage, donc la pousse estivale, elle se dégrade. On a une forte progression des jours chauds. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de favoriser cette période du printemps, d'essayer de maximiser les rendements du printemps, et puis de prévoir pour l'été, de pouvoir affourager et d'améliorer le confort des animaux l'été. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, d'avoir de l'ombrage dans les pâtures, d'avoir la possibilité éventuellement d'inverser nos pratiques et de dire les animaux, ils sortent plutôt la nuit que le jour. Voilà, c'est des choses qui vont devoir évoluer, qui sont déjà en train d'évoluer. Profiter du pâturage d'automne. Donc, en fait, les projections montrent aussi qu'il y aura plus de jours favorables au pâturage d'automne. On augmente de 10 à 15 jours possible en plus au niveau du pâturage d'automne. Donc, essayez de profiter de ce pâturage. Après, on est d'accord, c'est pareil, d'une année à l'autre, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on a des fois des étés qui ont été très secs et puis l'automne qui a du mal à redémarrer derrière. Voilà. Mais dans la mesure du possible, essayez de favoriser ce pâturage d'automne et puis prendre soin des prairies sur la fin de saison. Nous, on observe de plus en plus de prairies qui se dégradent parce que du coup, elles sont surpâturées, rasées. Et dans le contexte changeant, malheureusement, ça s'accompagne de dégradation de prairies. Donc, attention aux fauches rases, attention au surpâturage. Donc, en conclusion, vraiment, il y a 3 idées qui sont primordiales. Donc, c'est connaître ces prairies, connaître la complémentarité des prairies qu'on a sur une exploitation. Après, essayer de valoriser cette diversité des prairies, c'est-à-dire qu'une fois qu'on la connaît, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on essaye de piloter avec? Et puis, piloter son système fourrager pour s'adapter à ces variations intra- et interannuelles. Voilà, donc on a des outils de pilotage. On ne dit pas, on n'a pas la solution à tous les coups parce que quand ça pousse plus, ça pousse plus. Mais il y a possibilité au niveau de l'ensemble de son système fourrager de raisonner tout ça pour que
ces modifications se passent au mieux possible. Voilà. Et en effet, on a des supports. Donc, vous avez vu les plaquettes climat qui ont été évoquées tout à l'heure. Mais il y a aussi des plaquettes culture qui sont hyper bien faites, où il y a tous ces indicateurs techniques et tous ces conseils un peu techniques qui vont avec. Et puis, il y a aussi des plaquettes avec des témoignages d'agriculteurs et des vidéos avec des témoignages d'agriculteurs. Où peuvent-ils trouver ces plaquettes? Les plaquettes culture, on en a quelques échantillons ici, mais sinon, tout est téléchargeable en fait sur le site du CIDAM, sur la page AP3C. Parfait, merci. Merci beaucoup. Oui. Voilà, pour compléter, donc on a parlé de l'étude sur la résilience des prairies. On a fait un rendu au mois d'avril complet en visio avec des présentations qui vont plus loin que ce qu'on a présenté ce matin. Donc elles sont à disposition. Pour l'instant, elles ne sont pas encore sur le site, mais on va les publier. Et autrement, vous pouvez nous demander et on vous diffusera tout ce qui a été fait, et ainsi qu'on mettra un lien vers la présentation pour que vous puissiez reprendre la vision en replay si vous le souhaitez. On le fera en même temps qu'on publiera les actes de cette journée de colloque. Merci Laurence, merci à toutes les trois pour cette présentation. On va prendre un temps d'échange avec vous. Vous avez peut-être des questions. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des leviers quand même d'adaptation. Il y a des idées qui sont lancées, des actions. Alors c'est pas transposable peut-être de la même manière sur toutes les exploitations, mais il y a quand même des leviers. Alors je me tourne vers vous, peut-être déjà en visio. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon dans la salle, est-ce que vous avez des questions pour nos trois intervenantes? Monsieur, allez-y, je vous en prie. Du coup, Florian Monnier, formateur en agro. Du coup, je voulais me poser la question, c'était sur la dégradation des prairies, donc à l'automne. Comment ça se concrétise sur le terrain où il y a des espaces, il y a des trous qui apparaissent, il y a des changements d'espèces et ainsi de suite? C'était ma question. Alors, ouais, du coup, sur le terrain, comment on l'observe? Alors, il y a des trous. Oui, il y a des trous. Par contre, ils sont aussi vite comblés, donc, mais pas toujours par des espèces qui nous intéressent. Là, donc, il y a une étude aussi au niveau d'AP3C sur cette dégradation des prairies. Donc, en fait, on a, dans les différents départements, suivi 1 ou 2 sites sur lesquels on observait des dégradations de prairies. Dans le Puy-de-Dôme, on a 2 sites qui ont été étudiés. Et là, par exemple, donc sur un des sites, ça va être envahi de géranium. C'est-à-dire que du coup, on a des zones avec des graminées, pas toujours hyper intéressantes. On a beaucoup de zones avec du brome, qui lui aussi reprend la place quand il y a des trous. Et puis des zones envahies de géranium. Voilà, donc si on regarde la parcelle, c'est couvert, mais voilà, c'est pas hyper intéressant après sur ce que ça donne. Et là, c'est clairement une parcelle qui historiquement, donc c'est une ferme qui vient de reprendre la parcelle il y a 2 ans. Et avant, il y avait du pâturage d'automne avec des moutons très très tard dans la saison. Donc voilà, et du coup, ça tenait. Et puis là, les années étant de plus en plus difficiles, ça rase de plus en plus à l'automne ou sur l'été. Et puis du coup, ces dégradations apparaissent. C'est jamais que la sécheresse. Enfin, nous, on a l'impression, peut-être qu'on se trompe, mais on a l'impression que c'est pas que la sécheresse toute seule qui dégrade la prairie, parce que les prairies, elles sont quand même résilientes, elles arrivent à repartir, mais du coup, c'est des pratiques qui vont avec cette dégradation de sécheresse et qui amplifient le phénomène, quoi. Monsieur, allez-y, posez votre question. Oui, bonjour, ça marche. Oui, bonjour, Bertrand Livet, chef de projet biodéchets au Veltom, donc syndicat de traitement des déchets du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire. Je me posais une question sur l'apport de matière organique sur les prairies. Y aurait-il un intérêt finalement à optimiser un apport de matière organique pour la préservation et une meilleure résilience des prairies? Est-ce que ça rentre effectivement dans des solutions qui peuvent être apportées? Alors, en fait, les pratiques en règle générale, les différentes pratiques qui peuvent avoir lieu sur l'exploitation vont jouer sur la flore et sur la qualité de la prairie qu'on aura. Donc, les apports organiques sont très intéressants. Voilà. Après, tout dépend aussi comment ils sont gérés. Mais oui, ça va être un levier, des apports organiques faits au bon moment et
et qui vont avec l'utilisation de la prairie, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en cohérence avec ce qu'on fait de la prairie, peuvent être un levier intéressant. Oui, c'est ça, c'est pas valable partout sur toutes les Et parcelles. puis ça dépend les quantités, ça les dépend si c'est une quantités, prairie oui. qui est très utilisée Oui. ou peu utilisée. Enfin voilà, après Mais c'est des projets qui peuvent être étudiés. Oui, oui, oui. Prenez le micro parce qu'on ne vous entend pas et en visio, ils ne vous entendront Ouais. pas. La question portait plutôt sur les apports de matière organique extérieure à la ferme, si j'ai compris la question de votre part. Après, sur les prairies permanentes, il ne me semble pas que c'est là qu'on va faire le plus d'apports de matière organique extérieure. On va déjà valoriser les effluents d'élevage, le fumier, le lisier, le pâturage et les retours des gestions animales au prix. Enfin voilà, je pense qu'il y a plus de possibilités en grande culture où il y a moins pour le coup d'apports de matière organique, où c'est peut-être là que vous avez plus de possibilités d'apporter des matières organiques extérieures à la ferme. Enfin voilà, si c'était votre question. Hein. Merci, oui, monsieur, allez-y. Oui, je voudrais revenir sur le cadre de vie. On a parlé effectivement de la protection des animaux hein, et les éléments qui peuvent concourir à cette protection, par exemple les haies ou bien alors le pâturage, disons, dans des périodes plus fraîches de nuit. Je crois que c'est vraiment très important pour le long terme. Là, vous avez parlé d'adaptation au coup par coup et à moyen terme, ce qui est tout à fait raisonnable. Et au point de vue composition du paysage, c'est un élément absolument essentiel. Que devient l'eau depuis qu'il arrive? Comment c'est géré? Est-ce que c'est géré? Et est-ce que la haie contribue à cette gestion? Est-ce que c'est en cours, je pense, dans la préoccupation des agences de l'eau, est-ce que cette eau est davantage conservée dans le paysage? Avec quels éléments? Comment on va entretenir les arbres pour qu'ils ne crèvent pas tout simplement par temps de sécheresse? Ce sont des problèmes très compliqués qui se raisonnent au niveau du bassin versant. Ça peut être des petits bassins versants avec des groupes d'agriculteurs. On n'échappera pas à des démarches collectives avec les agences de l'eau pour conserver l'eau dans les paysages de façon absolument raisonnée. Et ça, cette notion ça nous amène à des opérations aussi importantes que ce qu'ont été les remembrements autrefois. Alors là, vous touchez un sujet qui est sensible, à la fois l'eau et l'implantation des haies. Alors sans trahir, je vais laisser la parole à Ophélie, mais c'est vrai que sur l'implantation des haies, il y a quand même des programmes qui sont mis en place pour accompagner les agriculteurs aujourd'hui sur réaménager leurs parcelles avec l'implantation des haies. Mais je pense que Ophélie, vous pouvez apporter plus d'informations, mais il y a des efforts qui ont quand même été faits de ce point de vue-là. Oui. Non. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même un sujet qui est très sensible et sur lequel il y a. Si je peux parler d'un projet de recherche, enfin là, le périmètre, c'était plutôt, on regardait l'exploitation. Mais il existe d'autres projets de recherche, je pense au projet notamment qui s'appelle ADAOPT et qui est sur l'adaptation en fait le fait de trouver des stratégies d'adaptation à l'échelle des collectifs socico avec donc plusieurs territoires pilotes. Donc nous, c'est un projet qui est porté par l'IDEL. Nous, on est partenaire Pôle Fromager. Et dans l'un des territoires pilotes, c'est aussi le Laïol. Et là, c'est une réflexion globale. Et on est en train, donc là, il nous reste 10 mois à peu près de projet, d'essayer de voir donc, avec donc au niveau des territoires pilotes, j'ai dit 6 et 5 territoires pilotes, pardon. Comment est-ce qu'il est possible de s'adapter? Et il y a des réflexions avec d'autres acteurs du territoire. Alors peut-être pas pour le cas du Laïol dans l'immédiat au niveau de l'eau, mais par exemple pour le Mont d'Or. Enfin voilà, il y a des réflexions qui se font avec d'autres acteurs du territoire. Et ça, c'est pris peut-être plus en compte au niveau des collectifs dans une perspective à long terme, sachant que effectivement, ce qui peut intéresser les éleveurs parfois tout de suite, c'est du court terme, moyen terme, mais qu'il y a bien des stratégies de filière qui s'inscrivent aussi sur le long terme, parce que l'adaptation, elle va prendre du temps et il faut la réfléchir avec tous les acteurs du territoire. Notamment, je pense aux fonciers. Enfin, il y a des défis comme ça dont on ne peut pas échapper. Vous avez bien raison de le dire.
En complément, juste, en fait, dans le cadre d'AP3C, on a démarré une expérimentation sur l'impact de la haie. Alors, c'est plus sur les grandes cultures. Je ne sais pas si Mathias, tu veux compléter. On est au démarrage, hein, donc avec l'INRAE sur cette expérimentation. Donc, l'intérêt, ce serait de continuer pour voir vraiment si la haie a un impact, notamment par rapport au vent de sud, si je ne me trompe pas. Oui, on a voulu regarder si du coup, avec l'effet microclimat de la haie, il y avait effectivement un effet bénéfique pour les céréales sur la régulation notamment de l'évapotranspiration. Le problème, c'est qu'on a fait une année ultra humide et donc on n'a pas eu de chance sur l'année d'essai. Donc, il va falloir recommencer à une année où ça sera plus favorable, je pense. Peut-être Mathias, vous présentez, vous êtes Mathias Desrouledes, vous êtes de la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire, pour que les gens comprennent bien à quel titre vous vous exprimez. Pardon, je vous ai coupé. Oui. Allumez votre micro, merci. C'est un fait que la science est un petit peu en train de constater que tout va très vite et il y a à la fois à réunir le savoir-faire des agriculteurs, c'est-à-dire tenir compte des gens qui sont sur le terrain. La science avance à un certain pas relativement lent et il est absolument nécessaire de croiser sans arrêt et de façon très dynamique le savoir-faire des agriculteurs réunis en groupe d'intelligence collective. Et donc les champs d'agriculture sont évidemment un élément, mais aussi sur un petit territoire donné, un petit bassin versant, il faut avoir une force suffisante de... Mais vous avez raison de le dire, et cet après-midi, d'ailleurs, il y aura un témoignage d'un éleveur où l'idée, si vous voulez, est partie collectivement d'un groupe d'agriculteurs qui ont fait monter leurs problématiques. Je crois qu'on va passer, il y a une autre... Votre micro, s'il vous plaît. Est-on sûr que l'ensemble des agriculteurs ont une animation suffisante? Est-ce qu'il y a des points de force remarquables qui sont faits, qui sont exposés ce matin, mais est-ce qu'il y a un financement général qui est prévu politiquement pour que cette expression du savoir-faire des agriculteurs collective en cours d'élaboration avec les ingénieurs et les scientifiques, est-ce que tout cela... Est-ce que ça fait partie de la politique actuelle? C'est vraiment urgent par rapport au changement climatique qui est si rapide. Votre question, Frédéric Valette, qui est vice-président de la Chambre d'agriculture de la Lozère, va vous répondre. Alors, après, bien sûr, on peut parler de financement pour accompagner les agriculteurs. C'est toujours dans cet état d'esprit qu'on travaille tous quand on se rencontre et pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Maintenant, les financements, en fait, c'est sûr, on a besoin. Maintenant, il ne faut pas les faire n'importe comment, il ne faut pas s'en servir n'importe comment, il faut bien construire tout parce que souvent, et tout ce qui s'est dit ce matin, moi je retiens, il y a des études qui sont faites, on est quand même un pays quand même d'études aussi, il faut faire attention. Et nous, la force de ce projet AP3C, c'est qu'on est sur une démarche ascendante. Et ça, c'est important parce que ça part quand même de la base. Et il y a, comme vous l'avez dit, un certain nombre de savoir-faire, on ne part pas de rien du tout avec les agriculteurs, c'est la chance qu'il y a. Et ils ont su toujours s'adapter et mutualiser leurs forces justement pour répondre aux défis qui ont été devant eux depuis des décennies. Moi, ce que je me réjouis aussi, là, je voulais intervenir tout à l'heure, c'est qu'on a quand même, je me réjouis de voir les filières très investies et qui nous suivent. Paul Fromager, là, il y a eu une très bonne présentation, il y a des gros enjeux, parce que au-delà de maintenir... de travailler sur du maintien de l'air, du maintien des cultures, il y a aussi un défi demain de recruter des jeunes pour rentrer dans ces filières. C'est un gros enjeu pour demain parce que on va vers une fragilisation très dangereuse de beaucoup d'AOP notamment. Je pense aux AOP fromagères, notamment au Massif Central, on est reconnu pour ça, avec des systèmes aujourd'hui qui sont tout foin, qu'on travaille beaucoup à base de l'écru, il y a une grosse question. Il ne faut pas quand même qu'on ait un cahier des charges, les dérogations deviennent systématiques chaque année. S'il y a un cahier des charges, c'est pour qu'il soit quand même. Et donc, on a ce travail qui doit être mené. Et je vous félicite donc pour le rendu que vous avez fait et de voir ce partenariat qu'on arrive à faire et qui reflète bien la volonté des agriculteurs de se mutualiser. Ça prouve bien qu'il y en a besoin effectivement de moyens pour accompagner au mieux. Et il faut vraiment continuer de travailler en partant de la base.
Merci. Monsieur, vous vouliez intervenir, je crois, sur. Alors, les Charles filières Bessière, aussi. formateur, justement, je suis dans la lignée de ce qui vient d'être expliqué, à savoir l'évolution plus ou moins forcée de l'agriculture et de ses pratiques. Vous l'avez exposé tout de suite, il va être question dans les prochaines années de stocker de plus en plus de matière sèche, enfin de tonnes de matière sèche par UGB. Est-ce que ça ne va pas forcer, dans ce que vous venez d'expliquer, est-ce que ça ne va pas forcer les filières finalement à faire évoluer leur cahier des charges, éventuellement la manière dont les animaux sont nourris et probablement, pourquoi pas, à l'introduction de céréales en haute altitude. Ouais. Et cesser les dérogations, comme disait le Frédéric. Qui est-ce qui veut répondre sur ce point-là? Ophélie? Oui. Alors, je ne suis pas forcément... voilà, je ne vais pas dire forcément ce que les filières devraient faire, mais je pense qu'effectivement, tous ces résultats, ça peut permettre d'avoir un état des lieux, on va dire, de la situation dans les exploitations. Et ça peut permettre d'avoir une réflexion sur ce qui pourrait être évolué dans les cahiers des charges. Après, il y a toujours voilà, des arbitrages à faire entre l'économie, l'autonomie. Comment est-ce qu'on réfléchit l'autonomie? Est-ce que c'est à l'échelle d'une exploitation? Est-ce que c'est à l'échelle d'une zone? Par rapport notamment à l'image aussi du produit. Comment ces leviers d'adaptation ils seront perçus par les consommateurs? Voilà, enfin, dans le cadre du coup de ce projet-là dont je vous parlais, Adaopt, il y a des focus group qui ont été réalisés avec une proposition de levier et des consommateurs qui devaient acheter un fromage et avaient une somme d'argent. Et ils acceptaient de payer plus ou moins en fonction des leviers proposés. Donc, c'est intéressant. C'est des choses qui doivent être prises en compte aussi dans les décisions par rapport au cahier des charges. Et alors oui, je ne sais pas si je réponds à la question, du coup, pas vraiment, désolée. Mais effectivement, il y a des variations climatiques et les bilans hydriques potentiels qui vont évoluer. Ça va forcément amener à des modifications paysagères et peut-être à des modifications de culture, enfin, de pâturage. Bon. Il y a ces questions-là qui se posent. Mais c'est très difficile, c'est ce que vous dites, parce Ouais. que c'est difficile de changer le cahier des charges alors qu'il y a des variations entre territoires et que C'est ça. la science n'est pas exacte par rapport à tout ça. Mais il y en aura quand même quelques-unes, forcément. Oui, il y en aura. Et après, au sein d'un collectif aussi, c'est pas parce qu'on trouve un levier d'adaptation qui a l'air extraordinaire que par rapport, enfin que tout qui sera pertinent sur toutes les exploitations. C'est ça, Voilà, donc c'est aussi parfois compliqué de vouloir inscrire quelque chose dans un cahier des charges, dans un contexte qui est variable, sachant que ça peut avoir aussi des conséquences sur le collectif. Bon, après, là, ce serait plus aux ODG, du coup, de répondre, je pense, directement à la question. Mais voilà, c'est des réflexions qui sont longues, qui sont avec les différents opérateurs de la filière, voilà, des producteurs aux transformateurs, aux affineurs, et ça prend du temps. Donc là, tout de suite, je ne pourrais pas dire ce qu'il faudrait changer dans les cahiers des charges, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une réflexion menée. Oui. Et peut-être juste Merci. pour compléter, pour ce qui concerne le Puy-de-Dôme, par exemple, où il y a l'AOP Saint-Nectaire qui est quand même très importante, ils nous ont demandé de faire des présentations devant des groupes d'éleveurs de l'AOP Saint-Nectaire, justement pour aussi que cette réflexion se fasse avec les éleveurs, voir comment on prend en compte toutes ces nouvelles connaissances par rapport au cahier des charges. Donc voilà, il y a une réflexion qui commence déjà à être menée avec les résultats d'AP3C et dans lesquels les producteurs des filières, enfin en tout cas pour le Saint-Nectaire, sont impliqués, quoi. Oui, les filières seront obligées d'évoluer aussi. On va passer à une question, Franck. Oui, en fait, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Franck Pradel pour Vivea, donc Vivea, Fonds d'assurance formation des agriculteurs. J'entendais parler massification du transfert des données et puis financement. C'était juste pour dire que au niveau de Vivea, donc on travaille avec des élus, dont Olivier Touran qui fait partie du comité sur Nouvelle-Aquitaine, Nicolas Bardi pour la partie Auvergne-Rhône-Alpes, et sur lequel il y a une vraie volonté au niveau des élus de travailler sur le développement de formation. Alors, on en finance déjà un certain nombre, mais c'est de développer des formations qui vont permettre aux agriculteurs de s'approprier toutes ces données-là et d'être maîtres de leurs décisions, parce qu'on a bien vu que le maître mot, c'était qu'il n'y avait pas une solution
unique, mais qui avait différentes solutions, système par système. Donc voilà, c'était juste le côté financement sur lequel il y a moyen de travailler de par l'orientation qui nous est donnée. Oui, un côté important quand même, le côté financement. pense, oui. Laurence veut rajouter quelque chose à ce on sujet. travaille avec Vivea, bien entendu, et juste dans le cadre d'AP3C, on a développé ce qu'on appelle une capsule, donc un module qui peut être intégré directement dans d'autres formations qui sont pas, que suivent des agriculteurs, qui ne sont pas uniquement dédiées au changement climatique, mais comme c'est une thématique transversale qui impacte tous les agriculteurs dans leur réflexion de développement de leur exploitation. Donc, on a mis au point cela. Ça peut être une capsule qui peut durer entre 2 et 4 heures et que les chambres d'agriculture du projet AP3C ont développé et ont adapté à leur département aux problématiques. C'est-à-dire qu'il y a une base commune et après, il y a un essaimage qui va être fait. Donc, contactez le CIDAM si vous avez des besoins. Plutôt les chambres matière. d'agriculture, puisque pour le coup, c'est vraiment les chambres d'agriculture qui feront ces formations. Parfait. Alors, le temps est maintenant presque terminé. On peut prendre une dernière question. Allez, monsieur, on vous a pas entendu. Présentez-vous. Bonjour, Benoît Delmas, ex-chambre d'agriculture et aujourd'hui à l'Institut d'élevage. Non, je voulais parler des leviers, dans le cas d'AP3C que je connais plutôt bien, on a beaucoup parlé de leviers, je dirais, qui touchent au sol. Et dans les élevages, quand même, il y a toujours un équilibre sol-troupeau à respecter. Et je trouve peut-être qu'il y a des leviers, notamment autour de l'animal, qu'on ne met pas assez en avant, même si ce n'est pas forcément les leviers que mettent en avant des fois les éleveurs, parce que c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre, mais je pense que dans l'adaptation des filières aussi, il y a quand même des questions à se poser aujourd'hui sur l'adaptation de l'animal, ou du moins de la demande fourragère. Alors, ça engendre d'autres questions, notamment sur l'adaptation de certaines filières, et notamment sur des qualités de produits à la fin, certainement. Mais je pense que ma question, c'était est-ce que dans le cadre de la P3C, aujourd'hui, est-ce que ces leviers-là, qui sont peut-être plus difficiles à aborder, vont être traités? Même s'ils ont été traités dans le cadre des simulations. Alors, Laurence, peut-être pour la réponse sur AP3C. Alors, merci, parce que du coup, tu ouvres le champ des possibles d'AP3C. Aujourd'hui, on est à la fin d'une phase. On a travaillé sur des scénarisations où de nombreux leviers ont été levés. On a mené dans cette phase des expérimentations sur les sols. Et ça fait partie de nos projets, de nos idées, justement, de travailler sur l'adaptation des races animales au changement climatique, d'aller plus loin sur cette partie zootechnique et aussi en lien avec le pôle fromager, puisqu'il y a aussi des études qui sont en cours. Donc, voilà. Donc, oui, ça serait une volonté, mais pour cela, il faut monter un nouveau projet et bien sûr, avec nos partenaires, comme Lidl en fait partie, au même titre que le pôle fromager. Il faut du temps autant. À vous. Oui, et juste pour continuer sur cette notion d'adaptation animale, je vous invite à venir au colloque Herbes de nos montagnes qui se déroule jeudi prochain à l'accueil, à l'INRA de l'accueil, où dans le colloque, il y aura une présentation d'Hélène Lys de l'INRAE sur justement adaptation et diversité dans les troupeaux pour faire face aux aléas. Parfait, merci. Merci. Alors, on va arrêter les questions. Tout à l'heure, il y a un buffet. Vous pourrez continuer les échanges en direct avec nos intervenantes. Il n'y a aucun souci, elles seront présentes. Merci donc à Clémentine, Ophélie et Laurence. On va tout de suite voir si vous avez bien répondu aux questions du WooClap de tout à l'heure. Quelles étaient les réponses? Et pour les commenter et nourrir ces questions, enfin plutôt les réponses, eh bien, Vincent Caillez et Fabien Boucher-Lana, donc chargé de mission et développement innovation à la Chambre d'agriculture du Lot, vont étayer les réponses que vous avez apportées ou que vous avez choisies. Alors, qu'est-ce que le changement climatique? Donc, vous avez été 67 votants. Et la majorité, donc, c'est le changement des paramètres météorologiques observés sur de longues périodes. Bah, c'est 100%, bravo. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, il n'y a pas de souci. Alors, classiquement, effectivement, la définition classique du climat, c'est on observe ce qui se passe sur 30 ans et puis on regarde comment ça évolue. Donc, théoriquement, il faudra attendre 30 ans pour savoir comment le climat évolue. Bon, désormais, on sait qu'il y a un petit peu de signal climatique à partir de 10 ans, mais c'est quand même pas d'une année sur l'autre. Donc, ce n'était pas la réponse 1. Vous avez tous raison. Bon, alors, bravo, 100% de réussite impeccable.
Deuxième question, sur quelle durée s'est faite naturellement la dernière sortie de période glaciaire lorsque la température moyenne mondiale s'est élevée de +6 à +8 degrés? La bonne réponse, à 73%, c'est un beau score, c'est sur 10 000 ans. C'est ça, c'est sur 10 000 ans. On peut projeter le graphe peut-être. Voilà. Donc la courbe du bas là représente l'historique des températures depuis 20 000 ans à peu près. Et donc on voit la sortie de la dernière glaciation qui s'est faite progressivement à la vitesse à l'accélération d'une petite 2 chevaux, on va dire. Et puis ensuite on arrive sur la courbe en bleu qui représente l'Holocène, donc 12 000 ans à peu près de climat stable. Vers moins 8000, c'était le néolithique, la sortie de la préhistoire, le développement de l'agriculture, qui a été certainement favorisé par cette stabilité du climat. Et puis là, on arrive à la fin de cette période avec une marche à peu près similaire en termes de degrés à cette sortie de glaciation, hein, de l'ordre de 4 à 5 degrés. Vous avez les projections du GIEC en haut. Et avec cette fois l'accélération non pas d'une petite 2 chevaux, mais peut-être plus d'une fusée. Donc il va falloir encaisser léger. C'est clair. C'est 100 fois plus rapide en fait Ouais. que les Ouais. variations naturelles liées au cycle astronomique. Ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de cycle d'ailleurs. Ben, on sort en fait complètement des cycles. Et puis d'ailleurs, on était sur une partie haute des cycles de Milankovitch. Et là, on part encore plus haut. Troisième question, quelle est la principale cause du changement climatique? Alors, quasiment à 100%, c'est l'augmentation des quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, pas de surprise par rapport à ça. Non, Vincent? non, il n'y a plus aucun doute. Alors, parmi les scientifiques du climat, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il n'y a plus de doute sérieux, quoi, hein. Après, dans un certain nombre de médias populaires et puis un certain nombre de déclarations, y compris de responsables politiques proéminents, ils n'ont toujours pas bien compris, mais la réalité, effectivement, il ne reste plus grand-chose. Il faut vraiment fouiller pour trouver des évolutions naturelles à l'intérieur de ce qu'on est en train de vivre depuis une cinquantaine d'années. Voilà. Par rapport au cycle naturel de réchauffement du climat observé au cours de l'ère quaternaire, le changement climatique actuel est, bon, à 76%, vous avez répondu, plusieurs dizaines de fois plus rapide. Fabien? Voilà, ben, C'est c'était la bonne courbe, hein, réponse? c'est à peu près Ouais. 100 fois plus rapide en moyenne. Oui, dont acte. Le Massif central en 2050 va être impacté par le changement climatique avec des contrastes très marqués suivant les zones et les reliefs. C'est le cas. Je suppose que on si l'a vous, vu avez ce matin. si vous avez suivi les exposés avec les cartes, vous avez remarqué que ce n'était pas la même couleur partout. Ouais, ouais. Même si sur certaines cartes, on a augmenté un peu le gain, mais non, il y en a d'autres où effectivement, c'est très différencié. Oui, donc la réponse était limpide ce matin, effectivement, lors de vos présentations les uns les autres. Ensuite, la ressource en fourrage, eh bien, c'est les deux. Il faudra adapter ses pratiques en fonction de la pousse qui sera perturbée. Donc, c'est les deux, c'est-à-dire plus abondante. Voilà, c'est ça, et c'était très bien illustré par la présentation qui vient d'avoir lieu, hein. Même si en tendance, effectivement, on a une tendance générale, la fluctuation interannuelle, les fluctuations interannuelles font qu'il va falloir être très vigilant et piloter. Sur les deux tableaux. C'est ça. Laquelle des deux affirmations suivantes est vraie? Eh bien, c'est au printemps qu'on observe les hausses de température les plus importantes en moyenne sur le Massif central. Là aussi, on l'a vu dans toutes les présentations. Ouais. Et question Vincent? supplémentaire, pour ceux qui ont bien suivi, quelle est la saison sur laquelle les hausses de température sont ponctuellement les plus importantes? C'est l'hiver. Bravo, c'est l'hiver. À propos de la date de reprise de végétation, alors là, c'était mitigé dans les réponses. Elle se précocifie plus à basse altitude que sur les sommets à cause des gels tardifs. C'est vrai qu'on a vu une slide sur cet aspect-là. Est-ce que vous voulez rajouter? Tu veux que j'y aille? Non, Oui, non, vas-y. c'est la première réponse qui est correcte. Donc là, la majorité, elle est passée à côté. En fait, on parle bien de reprise de végétation. On ne parle pas de quantité de production. Donc effectivement, la quantité de production, elle est impactée par le fait qu'il y a des gels tardifs, mais le redémarrage de végétation, lui, c'est effectivement produit plus tôt. Donc c'est bien la réponse 1. En altitude, ça peut évoluer beaucoup plus vite qu'en plaine. On voyait très En bien moyenne. sur tes cartes. Voilà. Et c'était la dernière slide. Très bien, merci beaucoup. Donc parfait, parce qu'en général, vous avez eu tous, la majorité, vous avez tous eu de bonnes réponses.
Bien, on arrive au terme de cette matinée. Ça va être l'heure de pause. Alors, avant de partir, il y a un buffet qui est proposé par le CIDAM dans la salle de Germaine Tillon. Alors, un petit peu d'histoire. Je ne sais pas si vous savez qui était Germaine Tillon. C'est une femme auvergnate qui est née en Haute-Loire, qui était ethnologue et surtout qui a été une grande résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en 2015, elle est rentrée au Panthéon. Voilà, et il y a une salle à son nom ici. Voilà, c'est intéressant de savoir qui était Germaine Tillon. Le buffet est servi là-bas, il est à gauche en sortant. On se retrouve à 14h précises parce que l'après-midi va être aussi chargé que ce matin. On va poursuivre les échanges avec notamment des témoignages d'agriculteurs. On va rester dans le concret sur l'application des données AP3C et l'adaptation des exploitations au changement climatique. Il y aura aussi le vice-président du Grand Clermont et le commissariat de Massif qui présenteront également l'utilisation de ces données dans les stratégies, la mise en place de plans stratégiques pour l'adaptation du territoire au changement climatique. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit.